Sénat, Campagne TV et Groupama vous présentent Salon ouvert. Eh bien bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat pour ce 54e Salon international de l'agriculture. Public Sénat a décidé de vous faire vivre intensément cette semaine exceptionnelle en consacrant de très nombreuses émissions à ce qu'il est convenu d'appeler la plus grande ferme de France, installée ici comme il est de coutume, porte de Versailles à Paris. Un salon très politique cette année, évidemment, à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Un salon, comme il est de tradition, inauguré ce matin par le président de la République, François Hollande. Vous pouvez le voir sur ces images. C'était ce matin François Hollande qui était ici pour la dernière fois, porte de Versailles, en tant que chef de l'État. François Hollande qui s'est une fois de plus longuement attardé dans les allées du salon. Il y était encore présent il y a quelques minutes à peine, ici même, porte de Versailles, le président en compagnie de son ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, mais sans Xavier Belin, le président de la FNSEA, brutalement disparu, vous le savez, dimanche dernier. Une plaque d'ailleurs à la mémoire de l'ancien président du puissant syndicat agricole a été dévoilée ce matin à l'entrée, vous la voyez, cette plaque à l'entrée du salon d'agriculture, une plaque qui rejoindra le siège du syndicat agricole et dès le salon terminé. Je me tourne vers vous tout de suite, Christiane Lambert. Vous êtes devenue à la suite de ce dramatique épisode la présidente par intérim de la FNSEA. Vous avez été de tous les combats aux côtés de Xavier Belin. Son ardeur, son dynamisme, j'allais dire sa vision de l'agriculture va aujourd'hui certainement beaucoup vous aider dans les tâches à venir. Oui, nous avons partagé 7 ans, lui président et moi vice-présidente, et puis toute une équipe très soudée autour de Xavier Belin, qui partageait l'orientation qu'il portait, une orientation courageuse. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que, et ça a été reconnu hier lors de la célébration religieuse, Xavier Belin était un homme intègre, généreux, doux, émotif, très apprécié par les siens dans le Loiret. Nous avons eu des témoignages extraordinaires d'amitié hier. Et cette facette de Xavier Belin était très méconnue. Lorsqu'il était critiqué, très critiqué parfois, il était blessé par ce qu'il ressentait. Mais comme il était courageux et qu'il voulait porter loin l'ambition pour l'agriculture, il a fait face. Malgré ses problèmes de santé, il a beaucoup donné. Son cœur était blessé, puis son cœur a cédé. Et nous portons aujourd'hui un souvenir vif de ce qu'a donné Xavier Belin à l'agriculture et une énorme reconnaissance à son engagement sans faille à nos côtés. Et puis pour terminer peut-être sur Xavier, dire que nous allons continuer ce qu'il a initié. Son livre, écrit comme un livre-programme pour les élections présidentielles, est aujourd'hui un livre testament, mais il y a à l'intérieur des voies très intéressantes tracées et j'encourage tous ceux qui ne l'ont pas lu à le lire aujourd'hui. Cette vision, madame, de Xavier Belin, vous avez envie de la porter, de la soutenir pour les années à venir? Bien sûr, parce que Xavier a dit des choses sans concession. L'agriculture est malade. Ce qu'il faut faire, c'est le titre de son livre. Voilà 5-6 ans que nous nous sommes évertués à montrer pourquoi l'agriculture risquait de dévisser. Les chiffres sont têtus. 5 milliards de pertes cette année. Pour la première fois, nous avons un solde à peine positif en matière de balance commerciale, alors que d'habitude, nous contribuions pour 10 milliards d'euros dans la balance commerciale. Des charges sociales, des normes, des lourdeurs administratives, une stigmatisation de l'agriculture, beaucoup de critiques. Le président de l'agriculture lui-même l'a souligné ce matin. L'agriculture n'est pas reconnue à hauteur de ce qu'elle devrait l'être au regard de tout ce qu'elle apporte à la société française et à la culture française. En tout cas, incontestablement, la personnalité de Xavier Belin, j'allais dire son regard même, pesera tout au cours de ces jours à venir ici au Salon de l'Agriculture. Je me tourne tout de suite, avant d'entamer plus largement notre débat sur l'avenir de la politique agricole, vers Gaël Sliman. Vous êtes président et cofondateur de l'Institut de sondage Odoxa et à l'occasion de ce salon et avec notre partenaire Groupama, vous avez réalisé un sondage auprès des Français pour mieux connaître leur vision qu'ils ont de l'agriculture et des agriculteurs en particulier. Le moins que l'on puisse dire, Gaël Sliman, c'est que l'opinion des Français vis-à-vis du monde agricole et vis-à-vis des agriculteurs est extrêmement positif aujourd'hui encore. Elle est même excellente, cette opinion. Vous l'avez dit, madame, l'agriculture n'est peut-être pas, et les agriculteurs ne sont peut-être pas reconnus à la hauteur de ce que vous souhaiteriez
par les pouvoirs publics, par certaines autorités, mais l'opinion publique, non seulement française mais européenne. Avec Groupama, on a fait ce sondage auprès d'un échantillon très conséquent de Français, mais aussi d'Européens, a une image exceptionnelle des agriculteurs. On va regarder la première question que vous avez posée. La première question que nous avons posée à l'écran, on a 87% de bonnes opinions. Quelle catégorie de population en France jouit aujourd'hui d'une telle image? Alors, ce n'est pas spécifiquement français. L'image des agriculteurs, elle est exceptionnelle partout en Europe. On a interrogé les 5 grands pays européens et on observe partout en Europe les mêmes niveaux tout à fait exceptionnels de popularité. Il y a une cote d'amour des agriculteurs. Il y a une vraie cote d'amour, ça explique sans doute, si je me permets d'être un peu cynique, pourquoi régulièrement on voit beaucoup d'hommes politiques au salon de l'agriculture. C'est pas uniquement pour draguer, entre guillemets, l'électorat que représentent les agriculteurs, c'est parce qu'ils savent que se montrer aux côtés des agriculteurs, c'est quelque part essayer de capter un peu de l'extraordinaire image dont bénéficient les agriculteurs aujourd'hui. Alors, autre question que vous avez posée aux Français et aux Européens, l'agriculture est-elle un atout important pour notre pays? Et là encore, la réponse est sans équivoque. Oui, et c'est peut-être encore plus intéressant ou plus important que la question de l'image. On peut avoir une bonne image des agriculteurs et puis penser que, je ne sais pas, ce serait le passé, que ça n'est pas utile pour le pays. Ce n'est pas du tout la perception qu'ont ni les Français, ni leurs voisins européens, dans des proportions, d'ailleurs, c'est rare, tout à fait comparables. On est à 95% des Français et des Européens qui estiment que l'agriculture constitue un atout, chacun pour son pays. Autre question posée par votre institut de sondage, Odoxa, elle concerne les principaux pays européens auxquels vous décerneriez une médaille d'or en matière d'agriculture. Et là, la réponse est très intéressante si l'on regarde la France et les autres pays européens. Oui, parce que autant il y a d'une certaine manière un consensus en Europe et les Français ne sont pas singuliers à aimer leurs agriculteurs et à estimer qu'ils constituent un atout pour le pays. Les autres pays le pensent, mais quand il s'agit d'être décisif et de demander en France et en Europe quel est le pays à qui on décernerait la médaille d'or en termes d'agriculture, eh bien les Français disent la France très massivement. On est tous un petit peu chauvins, chacun dans son pays. 59% citent la France. Je vous avouerai que c'est très rare. Quand on fait des sondages européens et qu'on demande aux Français de se juger, en général, ils disent toujours qu'ils sont les plus mauvais d'Europe dans à peu près tous les domaines, à part parfois la santé ou l'éducation. Et là, l'agriculture, c'est très net. Mais les autres pays européens pensent de même. C'est-à-dire que quand on regarde la moyenne européenne, le pays qui arrive en première position devant l'Allemagne pour une fois, eh bien c'est la France. J'ajoute que dans tous les pays européens, la France est le premier pays cité après le propre pays des personnes interrogées. Autre question, elle concerne l'environnement cette fois. À votre avis, quelle qualité devra posséder l'agriculture de demain? Là encore, on voit bien que cette sensibilité environnementale, elle est très présente chez les Français. Alors, on va peut-être le voir à l'écran. Effectivement, il y a de très nombreuses qualités qui sont attendues. Mais la toute première qualité attendue aujourd'hui, c'est que ces agriculteurs aient une sensibilité à la préservation des écosystèmes. Et puis, la deuxième qualité primordiale, c'est un engagement pour la défense des terroirs et la promotion du goût. Mais on le voit... on a plein d'autres questions qu'on pourra retrouver sur les sites de Groupama et d'Odoxa. Les Français ont une vision de l'agriculture qui n'est pas surannée par ailleurs. Ils ont le sentiment, à juste titre, d'après les mesures qui sont effectuées objectives, eh bien que l'agriculture, elle se modernise, qu'elle n'est pas une agriculture de nos grands-parents, qu'elle est rentrée dans ce siècle. Non seulement elle se modernise, mais elle se réoriente. On parlait d'environnement à l'instant. Absolument. Merci beaucoup Gaël Sliman. Vous restez avec nous sur ce plateau pour cette émission. Je me tourne vers vous, Olivier Allemand. Vous avez suivi ce matin la visite du chef de l'État dans les allées du Salon de l'Agriculture. Une visite qui n'avait rien à voir avec celle qu'on avait connue l'an passé, qui avait été plutôt tumultueuse, on s'en souvient. Oui, tumultueuse. Il y avait eu même une partie du stand du ministère de l'Agriculture qui avait été détruit l'an dernier. Là, évidemment, on est dans un autre contexte, avec un autre climat. Il a été chaleureusement accueilli, le président de la République, ce matin, par les agriculteurs, avec un dialogue assez direct, d'ailleurs, notamment dans le hall 1, où il a rencontré les éleveurs. Il a été même très heureux de ce dialogue assez direct, notamment un jeune éleveur qui l'interpellait sur l'installation des jeunes. Et il a eu là aussi des réponses assez concrètes, assez directes. Alors évidemment, on peut que, finalement, se dire qu'il est beaucoup plus, j'allais dire, honnête
aujourd'hui parce qu'il sait qu'il y a beaucoup moins d'enjeux. Il n'empêche que dans l'interview qu'on a pu réaliser par la suite, il a quand même dressé le portrait de ce que devrait faire quand même le prochain président de la République avec des enjeux qui sont importants, notamment celui de la renégociation de la PAC de 2020-2027. Bien entendu, bien Olivier, je vous propose tout de suite de regarder de larges extraits de cette interview que vous avez réalisée ce matin avec François Hollande, le président de la République, qui a tenu tout d'abord à rendre un hommage à Xavier Belin. On en parlait il y a quelques instants ici même. C'était un grand syndicaliste et j'ai pu mesurer ce qu'a été son engagement à la fois pour préparer l'agriculture de demain, parce qu'il avait le sens de l'innovation, et en même temps pour régler les crises d'aujourd'hui. Et il le faisait avec beaucoup de responsabilité. C'était pourtant un moment très difficile, il aurait pu tomber dans des surenchères. Il avait toujours le souci de trouver le bon compromis et de chercher la bonne solution. Ça veut dire qu'il était bien sûr dur dans les discussions, mais qu'il savait trouver toujours le chemin de la solution. Sur l'homme, et c'était la cérémonie d'hier qui nous l'a fait une fois encore rappeler, c'était que c'était un agriculteur. L'idée que l'on se fait du syndicalisme en général, du syndicalisme agricole, c'est qu'on pense que celles et ceux qui s'expriment au nom d'organisations sont des professionnels, sont des fonctionnaires, seraient des représentants qui n'auraient plus de lien avec leur activité. Rien n'est plus faux. Xavier Belin, il était sur son tracteur. Xavier Belin, il avait remonté très tôt, parce que son père était mort jeune, il avait remonté l'exploitation familiale. Et il était toujours lié à son département du Loiret. Et il y venait régulièrement parce qu'il avait d'abord la passion de l'agriculture. Et je pense que c'est cette dimension humaine que je voulais rappeler à l'occasion de ce salon. Alors justement, des crises, il en est question dans le secteur agricole. L'année 2016 a été marquée évidemment par des aléas climatiques importants qui ont impacté toutes les filières agricoles, mais aussi par certaines crises sanitaires. Alors justement, comment on peut faire évoluer le système assurantiel pour justement lutter contre ces aléas climatiques et sanitaires et faire en sorte justement qu'on ait un système un peu plus juste de rémunération contre ces aléas? Ça, ce sera l'enjeu de la prochaine politique agricole commune. Il faut d'abord la préserver dans son volume, dans son ampleur, dans ses financements. Mais il faut la changer d'orientation. Elle doit être beaucoup plus tournée vers le soutien des marchés, donc des prix, et pas seulement sur la compensation, qui est nécessaire. Et j'ai défendu des handicaps ou de la valorisation d'un certain nombre d'actions environnementales. Là aussi, c'est indispensable. Mais il faut que la dimension assurantielle puisse être également menée et engagée, et ça se fera avec les grandes organisations ici. Mais je pense que nous ne pouvons plus vivre des crises conjoncturelles qui s'ajoutent les unes les autres et qui font perdre de la visibilité et qui désespèrent les agriculteurs, qui se disent mais alors finalement quel est aujourd'hui notre avenir si on ne peut pas conjurer les crises qui peuvent se produire, crise climatique, crise sanitaire. Donc la dimension assurantielle est très importante et l'État devra être en soutien de cette politique. Alors il y a l'État qui doit être en soutien de cette politique-là, mais pour améliorer la compétitivité là aussi de la ferme France, j'allais dire, il y a la notion des exportations là aussi qui est importante, et on l'a vu avec la difficulté de conclure des partenariats internationaux et des échanges commerciaux, des différents traités qui sont en cours de négociation. C'est vrai que c'est difficile là aussi d'améliorer le revenu exportateur de la France aujourd'hui. Alors pourquoi? Alors d'abord, nous avons engagé une politique d'amélioration de la compétitivité de nos structures. Et ça a été la politique du CICE, de la baisse des charges. Et c'était important que pour toutes les exploitations, il puisse y avoir aussi ce soutien. Mais pour que la compétitivité puisse être loyale, faut-il encore que l'on puisse se déployer dans un marché où les règles ont été posées. Et c'est tout le sens des négociations commerciales. Négociation commerciale, ce n'est pas simplement pour favoriser le libre-échange, c'est pour dire que ne viendront ici les produits qui auront respecté un certain nombre de règles. Et que nos produits devront être garantis quant à leur traçabilité, à leur origine, à leur reconnaissance, à leur appellation. Et c'est pour cela que j'ai défendu l'accord commercial avec le Canada, ce qu'on appelle le CETA, et c'est pourquoi j'étais totalement hostile à ce que les Américains nous proposaient dans ce qu'on appelait le traité TTIP, qui justement ne reconnaissait pas les appellations.
Enfin, je voudrais mettre en garde les agriculteurs. Il y a une tentation qui pourrait être celle du repli national, de se dire bon, finalement, on n'a qu'à produire pour nous-mêmes, on consommera ce que l'on fait, on ne fera pas venir des produits venant de l'extérieur et on n'aura pas besoin non plus d'exporter. Si l'agriculture française n'exportait plus, elle ne pourrait pas entretenir autant d'activités et donc d'emplois ici en France. Et on va prendre l'exemple de la production bovine. Je ne parle même pas de la production céréalière, la production bovine. Aujourd'hui, si on peut faire redresser un certain nombre de cours pour le bovin, pour le porc, c'est parce qu'on a pu conquérir des marchés. Marché chinois, marché dans les pays du Maghreb, bientôt le marché irakien. Donc nous avons besoin de produire et aussi d'exporter. Une autre ambition de votre quinquennat, c'était le développement de l'agroécologie. Alors force est de constater là aussi que même si les agriculteurs sont plutôt en accord avec des pratiques qui sont plus respectueuses de l'environnement, sur le terrain, le développement est encore assez timide. Alors là aussi, comment on peut faire lever un certain nombre de verrous pour développer votre agriculture? D'abord, il ne faut pas opposer les agricultures entre elles. Il y a la nécessité dans toutes les formes de pratiques agricoles d'intégrer la dimension environnementale. Parce que c'est à la fois une nécessité par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique et en même temps c'est un atout et un levier pour des productions de qualité comme les nôtres. Nous n'avons rien à redouter. Et le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a fait en sorte que l'agro-environnement puisse être porté par des soutiens spécifiques. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sont lancés dans le bio, qui se sont lancés dans ce type de pratique et qui en ont tiré des revenus plus conséquents. Le consommateur lui-même y est très attentif. Et en plus, ça nous permet d'avoir des aides venant de l'Europe pour soutenir ces productions. J'ajoute que l'innovation technologique peut s'intégrer encore davantage dans cet agro-environnement. Néanmoins, ce que je veux aussi souligner, c'est que nous avons absolument besoin que l'agriculture puisse être considérée dans notre pays. Ce que j'entends le plus au-delà des crises, au-delà des difficultés, c'est la considération du travail. En disant, on en a assez d'être perpétuellement mis en accusation par rapport à des pratiques, par rapport au bien-être animal, alors que nous avons fait énormément d'efforts. Et moi, ce que je dois faire comme président de la République, c'est dire aux Français, ayez de la considération, ayez de la fierté, ayez même de l'amour pour tous ces agriculteurs qui se dévouent pour vous et qui nous apportent de la sécurité et de la qualité. Et ne nous laissons pas intimider par ces forces qui sont d'ailleurs parfois des forces économiques très puissantes qui voudraient mettre en cause une certaine production animale notamment, alors même que nous avons besoin dans notre alimentation d'avoir des productions végétales et des productions animales. Et ça, je ne laisserai pas faire parce que c'est une entreprise extrêmement dangereuse qui s'est engagée. Alors la Ferme France justement vous accueille ce matin dans un climat plutôt là aussi convivial. On vous a vu déambuler dans les allées ce matin. Vous avez reçu là aussi un accueil chaleureux. Finalement, vous venez d'un département rural comme un des vos prédécesseurs qui était aimé, notamment Jacques Chirac. La Corrèze est importante pour vous. Est-ce que vous voyez dans les candidats qui briguent votre succession cette aspiration rurale ? Vous savez, on n'a pas besoin d'être d'un département rural pour avoir de la considération pour l'agriculture. Et moi, je ne voudrais pas que ce soit ça qui puisse s'installer. Moi, j'ai été élu d'un département rural, je connaissais bien l'agriculture, et notamment l'élevage. Mais l'agriculture, c'est une force pour l'ensemble de notre pays, pour toute notre économie. Et donc, je ne vais pas regarder un candidat selon le département dont il est l'élu. Ce que je vais lui demander, c'est qu'est-ce qu'il va faire pour que nous puissions surmonter les crises sans démagogie, parce que c'est tellement simple de venir au salon et de dire vous allez voir, dès que j'aurai votre confiance, les crises vont disparaître. Elles ne disparaîtront pas, les crises. C'est un mensonge. En revanche, on doit avoir des instruments, on en a parlé, assurantiels, qui puissent soutenir beaucoup plus efficacement les agriculteurs. Deuxièmement, il faut que le prochain président puisse être sur la politique agricole commune immédiatement mobilisé. Ça va se jouer tout de suite. Et enfin, je lui demanderai d'avoir pour l'agriculture une vision élevée, haute, de bien voir que c'est une industrie agroalimentaire qui permet à la France d'être exportatrice. Ce sont des territoires qui sont vitalisés, dynamisés, animés par les agriculteurs. Et c'est aussi de faire que l'environnement puisse être une valeur partagée et que l'agriculture contribue au succès justement de l'accord sur le climat.
Voilà pour cet entretien réalisé ce matin par Olivier Allemand avec le chef de l'État François Hollande. Guillaume Garot, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes député socialiste de la Mayenne. Vous avez été ministre délégué à l'agroalimentaire. On vient d'entendre le chef de l'État qui est revenu sur une sorte de bilan de son quinquennat en matière agricole et qui également a adressé quelques pistes pour l'avenir. Est-ce que l'avenir doit être fait d'une politique agricole lisible, en tout cas lisible pour tous les agriculteurs de France? Ce problème de lisibilité a été souvent mis en cause ces dernières années. Oui, et en même temps, j'exprime une nuance par rapport à votre raisonnement, parce que c'est bien une chose qu'a porté Stéphane Le Foll depuis 5 ans, c'est ce qu'on a appelé l'agroécologie. Donc ça donne un cap quand même. Et à la suite de ce que vient de dire le président de la République, il y a devant nous la prochaine politique agricole commune qu'il faudra discuter, négocier avec l'ensemble des partenaires européens. Le président a dit comment il situait l'agriculture française, qui doit être aussi une force d'exportation pour notre pays. Ce qu'on peut peut-être détailler, ajouter en tout cas, c'est qu'on doit travailler à un nouveau modèle de production qui permette aussi de répondre aux défis climatiques, aux défis sanitaires et aux défis de la qualité alimentaire. Parce que s'il y a une aspiration très forte de nos concitoyens aujourd'hui, c'est d'être garanti de la qualité de ce qu'il y a dans l'assiette. Et c'est un paradoxe finalement par rapport à ce que disait à l'instant Gaël Slimane, parce que les Français sont très fiers de notre agriculture, et ils le disent, très proches de nos agriculteurs, et en même temps ils doutent parfois, et parfois beaucoup trop, de ce qu'il y a dans l'assiette pour se nourrir. Donc là-dessus, on a des progrès à faire. Il y a déjà beaucoup d'efforts qui ont été faits par nos agriculteurs. Et moi je veux dire que la qualité, c'est pas que le bio, et qu'il faut engager l'ensemble de nos producteurs dans cette démarche d'élévation de la qualité. C'est aussi un des prochains défis de la politique agricole commune. Et si vous permettez, je rajouterai un deuxième défi. C'est celui de la régulation. Parce que si on est sur une politique agricole ultra-libérale, ouverte à tout vent... Là, vous parlez des prix, bien sûr, pour le lait, pour la viande. Je parle de quoi? D'abord, je parle de la production. On a bien vu que sans quota laitier, on est allé dans le mur, s'agissant de la production du lait. Et qu'il a fallu, à un moment donné, c'était l'été dernier, que les pays producteurs se mettent d'accord pour diminuer la production de telle sorte que les prix puissent remonter. Il faudra inventer de nouveaux mécanismes de régulation après la fin des quotas laitiers. Et puis, il faudra en définitive se battre toujours pour que le paysan, le producteur, l'agriculteur soit garanti d'un revenu décent. C'est ça l'objectif, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, bien sûr. Je reviens, Guillaume Garot, sur un point. François Hollande parle de compétitivité, il parle d'exportation, il faut exporter davantage. Est-ce que c'est compatible avec une agriculture et des produits de qualité aujourd'hui? Mais bien évidemment. J'ai été ministre de l'agroalimentaire durant 2 ans. Et je peux vous dire que partout dans le monde, je dis bien partout dans le monde, les produits français sont regardés, enviés, parce que nous sommes synonymes de qualité, justement, même s'il faut encore améliorer les choses, parce que finalement, c'est une culture. La France, c'est aussi un art de vivre. Et à travers nos produits agricoles, nos produits alimentaires, eh bien c'est cette culture-là qu'on est capable de faire partager au monde entier. Alors, ça suppose évidemment une réorganisation de certaines de nos filières, mais on y arrive. Et il y a des exemples qui nous montrent que c'est possible. En tout cas, je suis convaincu que c'est la voie de l'avenir. En tout cas, vous parliez de qualité des produits. Beaucoup a été fait ces dernières années avec des labels, des logos, une traçabilité bien plus importante qu'elle ne l'était avant. Et c'est l'un des points positifs du quinquennat de François Hollande. Marie Breno a fait une sorte de pour et de contre de ce quinquennat qui s'achève. Je vous propose tout de suite de regarder son reportage et on réagit dans la foulée, bien entendu. Marie Breno. 5 années douloureuses marquées par une crise conjoncturelle et structurelle qui touche tous les secteurs de l'agriculture, avec au premier plan des sinistrés, les exploitants laitiers et les éleveurs bovins. Manifestations, blocages, accueil délétère pour le président Hollande lors du dernier salon de l'agriculture.
Face à la colère et à la détresse, l'exécutif aura répondu à coups de plans d'urgence et de carnets de chèques. Garantie de la moitié des emprunts des agriculteurs en difficulté, année blanche de cotisations sociales pour les agriculteurs aux faibles revenus, 1 milliard d'euros par an d'aide de la PAC sera réorienté vers l'élevage, mais d'ici 2019. La situation économique et financière des agriculteurs demeure préoccupante. En 2015 et 2016, un agriculteur sur 3 gagne moins de 400 € par mois. Stéphane Le Foll, en pompier de crise, mais également avocat d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement. En 2014, la loi d'avenir crée les GIGE, les groupements d'intérêt économique et écologique. Le but, accompagner les agriculteurs qui s'engagent dans l'amélioration des performances économiques, environnementales et sociales de leurs exploitations. 3 ans après leur lancement, on en dénombre plus de 300 sur tout le territoire. Si la France est encore la 2e puissance agricole mondiale derrière les États-Unis et la première en Europe, pour le rester, elle va devoir batailler sur ce marché de plus en plus concurrentiel sans sacrifier un peu plus ses 900 000 agriculteurs. Voilà, avant de poursuivre notre débat sur ce bilan et les perspectives à venir de la politique agricole, je voudrais vous présenter Claude Cochonneau, qui est le président des chambres d'agriculture, que je remercie de participer à ce débat. En face de lui, Sophie Primas, sénatrice LR républicain des Yvelines. Vous êtes en charge dans l'équipe de campagne de François Fillon du dossier agricole. On vient de regarder ce reportage sur ce bilan un peu en demi-teinte, un peu contrasté parfois de François Hollande et de ses gouvernements au cours des 5 dernières années. Quel bilan posez-vous vous-même, Madame Primas, sur ces années écoulées pour l'agriculture ? Écoutez, moi je crois que pendant ces 5 années, nous avons en réalité perdu beaucoup de temps. Parce que si nous pouvons partager une orientation de la politique agricole française qui soit une orientation axée et tournée vers ce qu'on peut appeler communément désormais l'agroéconomie, l'agroécologie, eh bien je trouve qu'en réalité nous avons perdu beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce que l'expression de cette orientation politique a trop souvent tourné à une confrontation en réalité entre différents modèles. J'entends tout à l'heure Guillaume Garot dire qu'il faut créer un nouveau modèle de production qui assure la qualité de nos productions agricoles. Voilà, c'est un peu ce que disait le président Hollande. Oui, mais les bras m'en tombent parce qu'aujourd'hui, on a une production agricole qui est une production de grande qualité. Alors, elle peut toujours s'améliorer et elle peut toujours prendre en compte les aspects environnementaux et ceci de plus en plus souvent et de mieux en mieux. Mais nous partons déjà d'un niveau qui est un niveau de qualité très élevé. Et je crois que pendant ce quinquennat, nous avons opposé les agricultures au moment où il faut les réconcilier. Nous avons besoin de diversité. Moi, j'aime le bio, j'aime l'agriculture conventionnelle, j'aime toute la diversité de la production agricole. Et aujourd'hui, à force de mettre en place un certain dogmatisme, nous avons laissé la place à une frange très minoritaire de la population, mais qui remet en cause en fait la substantifique moelle de ce que sont les modèles agricoles français. Et ce sont des dommages qui sont assez graves sur la population. Alors même si mon voisin qui est parti quelques instants indique que les Français aiment leurs agriculteurs et l'agriculture, ce qui est vrai, il n'en demeure pas moins qu'il existe une petite musique de défiance envers l'agriculture aujourd'hui, qui est quelque chose qui est un poison lent et qui est véritablement très pesant pour les agriculteurs aujourd'hui et très contre-productif. La France perd des marchés agricoles, elle perd des parts de marché à l'exportation, François Hollande en parlait. Le revenu moyen des agriculteurs est au plus bas. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux produisent à perte, n'est-ce pas Christiane Lambert? On parle de modèle agricole. Est-ce qu'on est à la frontière de quelque chose? Est-ce qu'on est à la frontière d'un avenir où il faudra véritablement repenser, réinventer quelque chose? Écoutez, c'est le premier jour du salon. J'espère qu'on ne va pas avoir cette phrase en écho tout le temps. Il faut revoir le modèle. Le modèle français, il est diversifié. Vous avez une palette d'agriculture. On ne fait pas la même agriculture quand on est en Savoie ou quand on est en Eure-et-Loire. On peut même en Eure-et-Loire, comme le fait Eric Thirouin, notre président de Chambre d'agriculture et membre de la commission environnement, avoir 200 hectares de grandes cultures et un magasin de vente de produits fermiers à la ferme. Et attention à ces débats de plateau et de salon où on dit tous les matins, il faut réinventer la poudre. Non, l'agriculture française, regardons-la comme elle est.
Nous avons en France la chance d'avoir 400 000 exploitations, 25% de produits sous signe officiel de qualité, 8% de terres en surface en agriculture biologique. Quand M. Le Foll a dit qu'il faut produire autrement, il a déjà dit, ça veut dire, comme vous faites aujourd'hui, ça ne va pas, vous allez voir ce que vous allez voir, il faut produire autrement. Il faut enseigner autrement, il faut tout faire autrement. Déjà en soi, c'était stigmatisant. Donc sur la formule qui n'était pas bonne, il l'a clivé au lieu de rassembler. Et après, la vraie difficulté, c'est que nous avons eu des crises économiques au même moment qu'il a beaucoup sous-considéré. Votre chiffre de 30% d'agriculteurs qui ont un revenu inférieur à 450 €, il faut le réactualiser. Le président de la Mutualité sociale agricole ce matin a dit que c'était 37% d'agriculteurs qui vivent avec moins de 450 € par mois. Pensez-vous que c'est possible de vivre ainsi? Puis dernière chose, les Français nous aiment, heureusement. Mais on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. On a aussi besoin de revenus. Mais mon Dieu, que certains médias nous détestent pour programmer sans arrêt des émissions à heure de grande écoute qui stigmatisent une fois la souffrance animale, une fois les phytos qui polluent l'eau, une fois des agriculteurs irrespectueux de tout. Ce matin, le président Hollande l'a entendu à chaque détour de stand. Moi, je lance un appel vibrant et solennel. Les agriculteurs ont mal au cœur. Les agriculteurs souffrent de cette espèce de bruit de fond qui s'est installé parce qu'il y a la musique négative et il y a les haut-parleurs, les réseaux sociaux, des leaders d'opinion, des people, des animateurs télé qui ont pris fait et cause pour ces associations qui représentent 2% de la population mais qui n'arrêtent pas d'insulter l'agriculture française. Donc stop, ça suffit. Madame Lambert, lorsque vous évoquez cette agriculture plurielle, n'est-ce pas, qui compose aujourd'hui la diversité agricole de la France, est-ce que cette agriculture-là est capable aujourd'hui de relever les défis qui sont devant nous? Je parle d'exportation, je pense compétitivité. Bien sûr qu'elle est capable. Nous exportons du vin parce que nous avons du vin de très haute qualité. Nous exportons des fromages parce que nous avons des fromages très identitaires, très goûteux, très reconnus. Nous exportons des céréales parce qu'il y a besoin aussi de produits basiques partout dans le monde. Demandez aux Égyptiens, aux Marocains, s'ils veulent acheter de la céréale bio. Pour l'instant, ils veulent des céréales et on est capable de leur produire. Mais comment expliquez-vous que la Hollande, par exemple, exporte aujourd'hui plus de fromage que la France? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est l'autre pays du fromage, il faut bien le dire. Et puis, la raison aussi, c'est que nous avons en France, et c'est ce que Xavier Belin s'est évertué à dénoncer, des distorsions de concurrence très fortes qui font que nos produits sont plus chers que les autres. Quand on a en France des coûts sociaux, des normes, des délais administratifs plus longs, on est moins compétitif. Et le marché est ouvert. Il faut donc être en capacité de rivaliser avec les autres pays européens. Nous n'avons de cesse de le demander. Alors, point positif quand même, parce qu'il faut en trouver dans le bilan de François Hollande et de Stéphane Le Foll et de Manuel Valls. Le moins 10 points de cotisation sociale que Xavier Belin est allé arracher à la force du poignet après les manifestations qui nous amènent aujourd'hui à un taux de cotisation sociale à l'identique avec les pays du Nord. Les assouplissements qui ont été faits pour faciliter la modernisation des élevages, notamment en production porcine et avicole. L'étiquetage des viandes transformées expérimentale pour 2 ans et la reconnaissance qu'il faut régler le problème des normes avec une commission de révision des normes qui va une par une les éplucher. Alors vous évoquiez à l'instant les éleveurs, Madame Lambert, je vous propose d'aller à la rencontre de l'un d'entre eux en compagnie de Tran Nui qui a rencontré un éleveur qui lui-même a rencontré François Hollande ce matin dans les allées du Salon. Tam. Oui, Pierre-Henri, je suis donc avec Thierry Chanu qui a brièvement rencontré François Hollande ce matin à l'heure de la traite. Vous lui avez serré la main mais vous n'avez pas souhaité lui parler. Pourquoi ? L'année dernière, il a refusé de nous voir, donc je me suis dit que cette année, c'était pas la peine que nous on le voit. Il y a 2 ans, j'ai discuté avec plusieurs minutes, je lui ai expliqué le problème agricole que l'on allait rencontrer. Je ne pensais pas que ça allait durer si longtemps, mais bon, l'année dernière, il est passé, on avait un slogan à lui montrer et il a refusé de nous rencontrer. Quelle est la situation de votre exploitation aujourd'hui? Comment se sont passées les 5 dernières années? Il y a eu des bonnes années. 2014 était une très bonne année. Par contre, depuis, le cours du lait s'est effondré de manière catastrophique. Nous, on a une exploitation que je qualifierais de performante, donc avec des investissements qu'on a limités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours là, mais malheureusement, on a de nombreux collègues qui sont dans la misère. C'est dur en ce moment. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Est-ce que vous attendez quelque chose du gouvernement, du ministère de l'Agriculture?
Il devrait faire un étiquetage plus visible des produits français, ou quand c'est des plats cuisinés, d'identifier viande française dans le plat. Ils commencent à en parler, mais ça fait plusieurs années que la profession demande à ce que tout soit bien étiqueté, et malheureusement, ils ne font pas énormément d'efforts là-dessus. Comment vous jugez l'action du gouvernement en matière d'agriculture ces dernières années ? Bon, le gouvernement en place, ce soit celui-là ou un autre, je pense qu'on serait dans le même bazar. Ils n'ont pas été très réactifs, même s'ils ont octroyé quelques aides, mais c'est tellement, c'est de la poussière. Ils se fichent, je dirais, un petit peu du citoyen. Une fois qu'ils sont élus, ils se contentent de leur boulot, ils ont leurs indemnités, et bien tout va bien. Eux, c'est ce qu'ils pensent, que ce soit les sénateurs, les députés ou les ministres, ils se battent pour avoir la place, mais une fois qu'ils ont la place, eh bien, ça va bien. Hein. On est dans une année présidentielle. Est-ce que vous attendez quelque chose de ces échéances électorales? Est-ce que vous avez déjà fait votre choix au niveau de votre vote? Non, je n'ai pas fait mon choix. Je ne sais pas pour qui je vais voter. Je sais pour certains que je ne voterai pas pour eux, mais d'autres, je ne sais pas. Ce que je voudrais, c'est qu'ils parlent. Ils nous disent qu'ils vont baisser. Chaque candidat, on va baisser les impôts, on va baisser les impôts. Moi, ça fait 30 ans que je vote. Je ne devrais plus payer d'impôts depuis qu'on me le dit. Mais j'en paye toujours. Donc, on a du mal à tous les comprendre. Je voudrais qu'ils fassent. Avant qu'il faut qu'on se serre la ceinture ou nous faire des promesses qui ne tiendront pas. Pourquoi ils ne disent pas, un député, il doit travailler tant d'heures, il attend et il n'aura pas un centime de plus, il n'a pas besoin d'arroser les électeurs de sa région avec des enveloppes. Vous attendez plus d'exemplarité de la part des hommes politiques? Oui. On le voit bien tout de suite. Bon, c'est à la mode avec François Fillon et Marine Le Pen. Et les autres ne les critiquent pas beaucoup parce que je pense qu'ils sont tous dans le même bain. Hein. Merci beaucoup Thierry Chagny d'avoir répondu à nos questions pour l'ouverture de ce salon de l'agriculture très marqué bien sûr par la crise et par la politique. Merci beaucoup Tam. Gaël Slimane, très intéressant ces propos de cet éleveur de bovins avec beaucoup d'amertume dans ses propos et cette défiance extrêmement marquée vis-à-vis des élus et des élus nationaux en particulier. Alors, très grosse défiance, beaucoup de cynisme dans le propos. On sent aussi qu'il en a vu défiler des hommes politiques. Oui. Et il le dit d'ailleurs. Ensuite, ce qu'il dit d'intéressant, c'est ses hésitations sur son vote. Il faut savoir que le vote des agriculteurs est un vote qui est historiquement typé politiquement, puisque c'est un électorat qui vote classiquement à droite. C'est un électorat qui est de plus en plus sensible, comme de nombreux Français, au Front National, mais plutôt moins que les personnes qui habitent en milieu rural, mais qui ne sont pas agriculteurs. Ensuite, il y a ce côté désabusé qui ressort dans toutes les enquêtes sur l'ensemble des Français. Ce n'est pas une singularité des agriculteurs, mais dans le cas d'une population qui travaille énormément, tout ce qui relève de l'exemplarité a encore plus d'importance. Et les polémiques qui ont touché récemment François Fillon et Marine Le Pen, il le rappelait lui-même, sont de nature à faire des dégâts au niveau du vote, sachant que le vote des agriculteurs compte double. Il compte à la fois pour eux-mêmes, c'est une population qui est une population qui parle aussi, qui a un entourage et qui peut se faire caisse de résonance. Une enquête explique, en tout cas prévoit que 50% des agriculteurs pourraient ne pas voter d'ici 2 mois. C'est vraisemblable selon vous? Alors c'est vraisemblable parce que dans les différents sondages et baromètres qui ont été faits auprès des agriculteurs en amont des grosses primaires de droite et de gauche, les choses étaient simples pour eux. Ils avaient 2 champions dans la primaire de droite qu'ils adoraient, c'était Alain Juppé et Bruno Le Maire. Bon, pas de chance pour eux. François Fillon, dont il n'avait une image pas meilleure que cela, l'a emporté. Et en plus, est victime d'affaires importantes. Et puis à gauche, il n'avait pas une très bonne opinion de la plupart des dirigeants de gauche, mais il y en avait un qu'ils aimaient bien, c'était Manuel Valls. Et là aussi, pas de chance pour eux. Plus les affaires en cours, ce ne serait pas étonnant qu'on ait un niveau d'abstention important dans cette portion d'électeurs qui suit pourtant de près la politique. Ce sont des gens qui suivent de près la politique, mais qui sont très désabusés. Voilà, je salue tout de suite Christiane Lambert qui doit nous quitter. Merci en tout cas de votre présence et de votre participation à ce débat, Madame Lambert. Je me tourne vers vous, Claude Cochonneau. Je rappelle que vous présidez les chambres d'agriculture. On a vu, on a entendu cette défiance extrêmement grinçante des éleveurs, des agriculteurs vis-à-vis du monde politique en général.
Autrement dit, les chambres d'agriculture sont aujourd'hui en première ligne pour tenter d'endiguer cette déviance et d'aider mieux encore les agriculteurs. Moi, le sondage, je le partage plus ou moins. Enfin, ça reste quand même des sondages. Il faut le nuancer, sans doute selon les régions. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, il y a un mal-être du monde paysan. Et je l'expliquais ce matin au président de la République. Dans le mal-être paysan, il y a certes la crise et le contexte économique qui est très difficile, mais il y a aussi ce ressenti d'une espèce de clivage qui est en train de se créer entre les paysans et le reste de la société, avec des paradoxes, où dans les sondages, les gens sondés nous disent aimer leurs agriculteurs, mais ne pas aimer leur agriculture. Mais enfin, en tout cas, ce ressenti, tant au niveau des émissions qu'évoquait Christiane tout à l'heure, est mal vécu aujourd'hui par les paysans. On parle souvent de fracture territoriale entre les villes, aujourd'hui les grandes agglomérations et le reste du pays. Est-ce qu'on peut parler également d'une fracture agricole entre ces mêmes villes et ce monde rural qui se diversifie, etc. Est-ce que ces craintes aujourd'hui s'aggravent? Est-ce que ce fossé se creuse? Par définition, le monde rural, évidemment, fait partie intégrante et une composante importante de la ruralité. Oui. D'ailleurs, dans le projet que nous avons fait au niveau des chambres d'agriculture à distribuer aux candidats, dans les 31 mesures que nous proposons, nous traitons ces deux sujets-là, c'est-à-dire comment renforcer, comment aider les agriculteurs à renforcer leurs résultats et améliorer leurs résultats, mais aussi comment aider le monde rural à mieux se sortir en général. Parce que ce clivage-là, évidemment, on le sent bien, quoi. Alors tous les candidats à la présidence vont parcourir les années du salon tout au cours de cette semaine, dès demain et tout au cours de la semaine. Vous attendez quoi? Vous avez envie de leur demander quoi pour les mois à venir, pour les années à venir? Il y a deux grands types de mesures. D'une part, il y a pour ce qui est du chef de l'État, il y a le rôle de la France au niveau de l'Europe. Et la France est un pays déterminant avec l'Allemagne qui pèse beaucoup dans l'Europe. Je rencontrais récemment mes collègues polonais qui nous disaient on partage avec vous, mais il faut que la France le dise. Si la Pologne seulement le dit, ça ne va pas peser. Il faut que la France et l'Allemagne défendent cette politique. Donc la France ne doit pas minimiser. C'est un peu un reproche qu'on peut faire à l'équipe sortante, c'est d'avoir peut-être délaissé un petit peu le dossier européen, d'avoir pas joué son rôle, pris la mesure de ce rôle au niveau européen. Donc ça, c'est la première mission qu'on demande au président de la République. Puis la deuxième mission qu'on demande au président de la République et au nouveau gouvernement, quel qu'il soit, c'est de prendre rapidement, dans les 100 premiers jours, par décret, toutes les mesures qui peuvent être prises pour simplifier la vie des paysans, que ce soit en matière fiscale, en matière de mise aux normes. Il y a des mesures qui sont franco-françaises, qui sont en fait la traduction en droit français de directives européennes. Et là, on ne peut pas accuser l'Europe, c'est vraiment la France, c'est vraiment le Parlement français. Et là, on demande dans les 100 premiers jours de prendre ces mesures-là. S'ils devaient retenir de deux choses de leur passage ici, c'est bien ça, moi, que je vais essayer de leur dire. Sophie Primas, ce matin, je crois, François Fillon a évoqué certaines de ces mesures, en particulier en matière de normes, pour développer son programme concernant l'agriculture. Si vous permettez, j'ai pas eu le temps tout à l'heure de vous dire que probablement un des grands échecs en réalité de ce quinquennat, c'est la perte d'influence et la perte de présence de la France en Europe. Or, on sait que l'Europe est capitale dans la gestion des budgets, dans la gestion d'une politique agricole commune. Aujourd'hui, il va falloir prendre la balle au rebond extrêmement rapidement, puisqu'il y a des échéances en juillet, il y en a d'autres à la fin de l'année. Et véritablement, je crois que l'échec de ce quinquennat, c'est d'avoir finalement délaissé l'Europe et du coup de faire croire aujourd'hui aux agriculteurs que l'Europe ne sert à rien. En réalité, l'Europe leur a servi beaucoup dans la construction de leur exploitation. Et aujourd'hui, si on utilise l'Europe, si on fait valoir la position de la France en Europe, nous sommes capables de retrouver des marges de manœuvre et des systèmes soit de régulation, soit d'assurance revenus qui sont des protections pour les agriculteurs et pour leur permettre de réinvestir et d'avoir de nouveau confiance. L'Europe a apporté beaucoup de complexification, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Les surtranspositions de normes européennes donnent l'impression aux agriculteurs français que l'Europe est coupable de tout. En réalité, beaucoup de choses sont chez nous et effectivement, François Fillon, dans ses propositions en particulier, propose immédiatement de décomplexifier et d'arrêter la surtransposition européenne en France. Donc pour vous, l'Europe et en particulier la politique européenne en matière agricole, la PAC en particulier, bien entendu, reste la pierre angulaire de la vitalité
de l'agriculture française. Mais c'est même pire que ça, parce que je pense qu'on a construit l'Europe après la guerre autour de l'acier, de l'agriculture. Aujourd'hui, il n'y a plus de politique d'acier. On a notre agriculture, c'est vraiment ce qui fonde l'Europe. C'est fondateur de l'Europe et nous devons donner une vision à cette politique agricole européenne qui a été perdue d'ailleurs. Nous n'avons plus de politique agricole européenne, nous avons des politiques régionales dans chacun des pays et plus de grande vision de ce que doit être la politique agricole. Il faut se remettre autour de la table, vite, discuter de quelle est cette vision et ensuite déterminer cette vision par pays. Olivier Allemand, vous pensez que la France peut être un pays moteur pour justement insuffler encore plus d'ardeur dans cette politique européenne de l'agriculture? Mais elle n'a pas le choix, parce que de toute façon, il y a aussi un autre élément, hein, c'est la sortie, le Brexit, fait qu'il y aura une contribution aussi moindre, c'est-à-dire que le budget européen qui va être lié directement aux politiques agricoles, eh ben, il va être moindre. Donc il va falloir répartir là aussi un gâteau qui va être moindre. Donc il va falloir là aussi pouvoir le faire avec des définitions qui doivent être précises. Et la difficulté, c'est vrai que dans le concert des 26 pays européens, eh bien, il y a plus de politique libérale que de politique, on va dire, social-démocrate. Donc se mettre d'accord à 26 pour redéfinir de nouvelles règles sur le budget agricole, c'est pas simple, mais c'est urgent. Parce qu'il y a une vraie urgence. Alors, je vous propose tout de suite de revenir, et d'ailleurs ça rejoint ce que vous dites, Olivier Allemand, sur l'Europe, sur les frontières, sur ces tentations parfois de repli sur soi. Il répondait au micro de Michael Zamès. On l'écoute et on redébat immédiatement derrière. Ceux qui préconisent qu'on se ferme par rapport au monde, alors que nous exportons, nous, la France, nous exportons nos produits partout dans le monde. Et nous ne pourrions pas continuer à le faire si nous mettions des barrières douanières très élevées qui dissuaderaient les pays de nous acheter nos produits parce que nous ne pourrions pas non plus leur acheter un certain nombre de produits. Et la deuxième contestation que je mets en cause, c'est celle de l'Europe. Sans l'Europe, sans la politique agricole commune, il n'y aurait plus d'agriculture française. Alors qu'il faille réfléchir, travailler, je l'ai fait, à me préserver la politique agricole commune et à la réorienter, oui. Qu'il faille sortir de l'Europe, je dis non, parce que ce serait la fin de l'agriculture française. Vous avez vu les sondages au niveau de l'élection présidentielle. Marine Le Pen est en haut, est très en haut. Elle ne bouge plus maintenant, elle est très en haut. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Français aujourd'hui? Mais là, il ne s'agit plus simplement d'exprimer de la colère. Il s'agit de dire ce que l'on veut pour l'avenir du pays. Et ce que propose le Front National, je prends l'exemple de l'agriculture, est totalement contraire aux intérêts de la France, de l'agriculture française. C'est-à-dire la fin de la politique agricole commune, la fin de l'Europe, et aussi le protectionnisme, dont on voit d'ailleurs un certain nombre de dangers avec déjà les premières décisions qui sont prises par l'administration Trump. Donc il y a là un modèle qui n'est pas le nôtre. Ce n'est pas les solutions qui viennent de l'étranger qui doivent être ici proposées. Ce sont les solutions qui correspondent aux intérêts de la France et dont l'Europe fait partie. Merci. Voilà des propos très nets de François Hollande. Sophie Primas, le président évoque le protectionnisme et c'est vrai que cette idée est dans l'air du temps. Est-ce qu'un petit peu de protectionnisme concernant par exemple certains produits agricoles pourrait améliorer les choses ou pas? Mais en fait, on ne peut pas parler de protectionnisme. Aujourd'hui, nous avons une agriculture qui dépend beaucoup de l'exportation. Et c'est bien, parce que c'est une force de la balance commerciale française. Nous pouvons faire du protectionnisme. Et qui sont les acteurs du protectionnisme? Ce sont les consommateurs. Les consommateurs sont souvent oubliés. On parle souvent des négociations entre les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires, entre les entreprises agroalimentaires et les distributeurs. Et on voit bien que là, il y a un gros travail à réaliser pour que tout ça marche mieux. Mais il y a un dernier acteur qui est le consommateur. Donc moi, je suis très favorable à ce qu'il y ait finalement un esprit de responsabilisation de la population française, puisqu'on aime nos agriculteurs, puisqu'on aime notre agriculture, eh bien nous pouvons faire en sorte de préférer les produits qui sont produits en France. C'est pas très compliqué à faire. Par contre, c'est parfois un tout petit peu plus coûteux, mais lorsque l'on sait que l'alimentation aujourd'hui représente 11% simplement des dépenses des Français, mettre quelques centimes de plus dans l'achat d'une brique de lait, eh bien on voit que ça pose même pas de problème aux Français. J'en veux par exemple pour preuve cette initiative de briques de lait produit en France, qui a un succès fou, des agriculteurs qui se mettent ensemble, qui font finalement de la production agroalimentaire en mettant en briques, qui distribuent et qui rencontrent les consommateurs. Et bien voilà, je crois que la voie est tracée là. Ce n'est pas la peine de faire du protectionnisme au niveau national ou au niveau européen. Les consommateurs sont des acteurs de la vie agricole.
Claude Cochonneau, il y a peu encore, Xavier Belin, l'ancien président de la FNSEA, évoquait une sorte de plan Marshall pour l'agriculture française. Il l'avait même chiffré. C'est-à-dire, il disait qu'en mettant 6 milliards d'euros sur la table, c'est l'ordre de grandeur, eh bien, on pouvait mettre aux normes l'agriculture française pour relever tous les défis que Sophie Primas évoque à l'instant, défis de compétitivité, défis à l'exportation. Est-ce que cette idée d'un plan Marshall d'aide massive pour les entreprises agricoles est aujourd'hui quelque chose qui pourrait aboutir? On est à 2 mois de la présidentielle. Je ne sais pas si ça pourrait aboutir, mais en tout cas la demande était complètement justifiée. Et d'ailleurs, quand on regarde la démographie aujourd'hui des agriculteurs, la situation dans laquelle est l'agriculture, s'il n'y a pas vraiment un déclic important, qu'on pourrait appeler plan Marshall ou autre, mais s'il n'y a pas un déclic important, on pourrait avoir quand même une désillusion dans quelques années, avec un changement complètement du paysage agricole français, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la richesse quand même de notre agriculture, c'est quand même ces hommes et ces femmes, ces actifs, qu'ils soient exploitants, agriculteurs ou salariés, c'est leur compétence qui fait la richesse et la diversité de la production de notre pays. Si on diminue ce nombre d'agriculteurs, on aura toujours de l'agriculture, mais ce ne sera pas la même agriculture. Et moi je crois que dans les messages qu'il faut faire passer, au-delà du constat du bilan de l'équipe sortante, qu'on pourrait qualifier de négatif, si on prend moins 30% sur des chiffres du commerce extérieur, la balance commerciale française, on peut dire que ça c'est catastrophique, avec quand même dans le quinquennat, pour être objectif, des conditions qui ont été pour certaines complètement extérieures à l'agriculture. L'embargo russe n'est pas une décision du ministère de l'Agriculture. Les crises sanitaires, les crises climatiques, la baisse de 50% des céréales ne sont pas non plus de la responsabilité du ministère de l'Agriculture. Par contre, on peut reprocher à l'équipe sortante de ne pas avoir suffisamment anticipé la sortie des quotas laitiers et de ne pas avoir pris un plan suffisamment conséquent, même si les sommes étaient importantes, mais pas à la hauteur des pertes qu'ont subies aujourd'hui les agriculteurs. Donc on a vraiment des reproches à faire à l'équipe sortante, même si on peut être objectif quand même être un peu objectif malgré tout. Ouais. Sophie Primas, François Fillon prône une baisse des charges, en particulier, il l'a encore redit ce matin, pour les agriculteurs. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? On parlait de ce plan et d'aide massif pour les agriculteurs. Bien sûr, il faut aller plus loin, une baisse des charges au travers de la TVA sociale, communément appelée la TVA sociale. Je crois qu'il faut aller plus loin. Vous avez parlé tout à l'heure d'investissement. Vous savez, l'évolution de l'agriculture, elle se fait aussi par l'innovation. Et on le voit ici, aujourd'hui, dans ce salon, on rentre par la porte là-bas du hall, on tombe sur l'agriculture connectée, par exemple, mais pas que. Il y a beaucoup d'investissements qui doivent être faits dans l'innovation, dans la recherche. François Fillon propose, par exemple, que le crédit impôt recherche soit mis à disposition également des agriculteurs qui font des expérimentations. Il faut considérer les agriculteurs français comme des investisseurs, comme des entrepreneurs, et il faut leur laisser. Et pour ça, on a besoin d'avoir des garanties d'emprunt pour ces agriculteurs, pour ces chefs d'entreprise qui feront l'agriculture de demain, qui font évoluer celle d'aujourd'hui doucement vers une agriculture de demain. Alors on évoquait tout à l'heure cette réelle désespérance d'une certaine catégorie d'agriculteurs. Je vous propose tout de suite de retrouver Tam Tranui. Elle est en compagnie de Stéphanie Hahn. C'est l'une des fondatrices d'un mouvement qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, un mouvement de femmes d'agriculteurs, le mouvement Fouloir Noir. On retrouve tout de suite Tam pour ce témoignage. Oui, je suis donc avec Stéphanie Hahn, qui est éleveuse de vaches laitières en Normandie. Vous êtes également la cofondatrice d'un mouvement qui s'appelle les Foulards Noirs. Qu'est-ce que signifie ce mouvement? Comment vous l'avez fondé? Alors ce mouvement, il a été fondé l'année dernière. C'est parti d'une idée toute simple. Suite aux manifestations de 2015 où tous nos hommes avaient été manifestés, où malheureusement, soit c'est mal passé, où il n'y a pas eu du tout de résultats, on s'est dit, nous, moi je suis agricultrice et le mouvement regroupe aussi des femmes qui travaillent à l'extérieur, qui ont des conjoints agriculteurs. Et en fait, c'était surtout pour dire concrètement, voilà, la crise n'est pas finie, au contraire, elle est pire qu'avant. Et voilà, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on se bouge pour montrer que ça devient vraiment très 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 dramatique, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique peut-être à la situation des femmes agricultrices aujourd'hui? Je pense, alors moi qui suis agricultrice sur mon exploitation, j'ai la chance d'être chef d'exploitation. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup de femmes, pour faute d'économie, ne peuvent plus cotiser, donc elles se retrouvent sans statut.
Et pour les femmes, je parle de l'autre côté, où les femmes ou leur conjoint est agriculteur, bah, du coup c'est tout leur salaire qui, étant donné que leurs époux ne peuvent pas se tirer de revenus, c'est tout leur salaire qui part dans l'exploitation, quoi. Donc c'est vrai que c'est démotivant. Je crois qu'il y a aujourd'hui 5000 femmes en France tout de même qui travaillent sans avoir effectivement aucun statut, qui sont dans de très gros problèmes pour avoir leur retraite, si elles perdent leur conjoint par exemple. Elles se retrouvent sans rien, c'est des cas catastrophiques qui malheureusement en 2017 existent encore, même s'il y a eu des améliorations pour les statuts, je pense que c'est toujours lié au coût des cotisations et par souci d'économie. Vous, quelle est justement votre situation, la situation de votre exploitation, notamment depuis cette dernière année? Alors moi concrètement chez moi, c'est réellement le prix du lait qui joue sur notre trésorerie, qui a le plus gros impact. On a grosso modo 4 000 € de moins par mois pour le même travail, le même nombre d'heures, la même quantité de lait produit. Donc vous voyez sur une année ce que ça représente, plus des rendements sur les céréales qui ont été catastrophiques cette année, ça a fait que de creuser la trésorerie. Et là, c'est au compte-gouttes. On attend que la paye de lait arrive pour voir qui on va pouvoir payer. Et c'est très pesant de vivre avec ça tous les jours. Est-ce que vous avez réussi à profiter des plans d'urgence du gouvernement, des aides de l'année blanche par exemple? Alors il y a eu beaucoup d'annonces, de fêtes. Nous on a suivi ça de très près parce que concrètement on avait tellement besoin de trésorerie rapidement qu'on s'est dit qu'il faut qu'on parte là-dedans. Malheureusement, ce que je peux constater, c'est que par exemple pour l'année blanche, quand on s'est renseigné à la banque nous envoyait vers les centres de gestion, vers les chambres d'agriculture en nous disant qu'il n'y avait pas encore les formulaires de sortie. Et quand on nous a recontactés, on nous a dit « Ah désolé, c'était avant le 31 octobre et on est passé à travers ». Alors qu'une année sans annuité, ça nous aurait fait le plus grand bien, quoi. Merci beaucoup Tam. Sophie Primas, c'est formidable. Les femmes se font entendre aujourd'hui dans le monde agricole et de plus en plus. Les femmes se font entendre et c'est bien parce que depuis de nombreuses années, ce n'est pas juste l'effet des crises, mais souvent le statut de la femme agricultrice n'était pas reconnu. Donc je lui tire mon chapeau pour la création de cette association, mais ça montre quand même quelle est l'ampleur de la crise et quelle est la désespérance en fait dans les campagnes, d'où vraiment un travail de fond qui doit être mené extrêmement rapidement sur la sécurisation des revenus dans les exploitations agricoles et peut-être aussi plus de liberté dans le choix du statut agricole pour permettre en fait à des exploitants aujourd'hui de diversifier leur activité, d'avoir une activité purement agricole, une activité de transformation, une activité de production énergétique, une activité d'accueil à la ferme. Voilà, plus de liberté pour permettre d'assurer un revenu qui soit moins risqué au travers du temps, pour permettre aussi aux femmes d'agriculteurs d'avoir un véritable statut, une véritable retraite, et retraite qui doit aussi malheureusement être bonifiée. Gaël Sliman, c'est étonnant, on a connu les bonnets rouges, on voit maintenant les foulards noirs, hein. Ces prises de parole extrêmement charpentées, extrêmement, j'allais dire, avec beaucoup d'arguments, et c'est des femmes qui portent ces messages. Et au-delà de la question du genre, ça traduit quand même ce que disait la personne qu'on vient d'entendre, une désespérance, une inquiétude. Il faut savoir que quand on regarde dans les enquêtes auprès des agriculteurs, il existe notamment un baromètre fait par mes confrères de BVA avec Ternet très régulièrement 2 fois par an. Jamais l'indice de morale, de confiance en l'avenir des agriculteurs n'avait été aussi bas. On est tombé à 61 de pessimisme lors de la dernière livraison fin 2016, sachant que les agriculteurs, malgré les difficultés objectives auxquelles ils sont confrontés, sont plutôt moins enclin à se plaindre que la majorité de la population française. C'est-à-dire que l'indice de morale des Français est encore plus bas. Mais les agriculteurs résistent davantage mieux. Là, jamais les agriculteurs n'ont été aussi défiants à l'avenir. Et j'ajoute, c'est un indicateur intéressant, que pour la première fois, on a une nette majorité d'entre eux qui préféreraient que leurs enfants ne reprennent pas leur exploitation, signe de ce pessimisme. Claude Cochonneau, donnez-nous un argument, un seul, pour qu'aujourd'hui un jeune, il y en a encore heureusement beaucoup, se lance dans ce merveilleux métier de paysan et d'agriculteur. Un seul. Il n'y en aura pas un seul, il y en aura 2. Il y en aura 2 parce que le premier, je crois que le combat sur le partage de la valeur ajoutée
On ne doit pas l'abandonner. Je pense que là, et encore, je me retourne vers les futurs parlementaires, le futur Parlement, où on peut, par des mesures réglementaires, exiger ce partage plus équitable de la valeur ajoutée, qui est suffisante aujourd'hui entre la production et la consommation, sans augmenter le prix à la consommation. Premier signe d'espoir, je pense qu'il faut garder le combat là-dessus. Et puis, il faut avoir en espoir aussi toutes les perspectives encore inexplorées que donne l'agriculture. Il n'y a pas que l'agroécologie dans la vie, c'est important, mais toute la bioéconomie et toute l'utilisation presque à l'infini de produits agricoles et de produits dérivés qu'on est en train d'expérimenter. Mais encore faut-il avoir les moyens en recherche et innovation. Mais là, le champ du possible est infini, et donc il y a encore plein de signes d'espoir, je crois, pour l'agriculture. Eh bien, tant mieux. En tout cas, toutes ces filières, Olivier Allemand, eh bien, on peut les retrouver ici au Salon de l'Agriculture pendant toute la semaine à venir. Ça va être formidable. Ça va être évidemment formidable. On va avoir un certain nombre d'émissions dédiées sur toutes ces thématiques, parce que faire gagner l'agriculture, c'est faire gagner nos territoires au sens large. Et je crois que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Merci Olivier, merci madame, merci à tous d'avoir participé à ce premier débat d'une très longue série sur Public Sénat et Campagne TV. Dès demain dimanche, c'est Perrine Tarnot qui vous fera découvrir d'autres facettes, plus gastronomiques cette fois, de ces filières agricoles. Merci à tous, merci de votre fidélité. Sénat, Campagne TV et Groupama vous ont présenté Salon ouvert.